Dites, comment est-ce que vous achetez vos actions? Est-ce que c'est genre, vous vous connectez à votre courtier, vous choisissez une action et bim, vous appuyez sur acheter et c'est tout? Mais si vous faites ça, vous êtes peut-être des pigeons, les mecs. Alors, la dernière fois, Xavier, j'ai senti que tu avais envie de nous parler du carnet d'ordre, parce que quand on utilise un courtier, en fait, cette dimension de l'investissement, c'est voilà, on l'a pas sous les yeux. Sur le Mmh. courtier de Giro, on voit un petit peu un carnet d'ordre, il y a différents niveaux avec des barres rouges, des barres vertes, etc. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ça et nous expliquer pourquoi c'est si important dans le travail d'un trader, mais est-ce qu'un investisseur particulier devrait aussi s'intéresser au fonctionnement du carnet d'ordre? Sur DeGiro, par exemple, comment est-ce que tu passes un ordre? Tu as plusieurs possibilités. Tu peux faire un ordre au marché, Et donc soit tu fais un ordre marché, soit tu qu'est-ce que fais tu as un d'autre ordre comme limite. ah, Tu OK. fais, tu fais un ordre limite où tu mets un prix et Mmh. au bout d'un moment, il est exécuté. Mais j'imagine que les ordres limites, du coup, ils rentrent dans le carnet d'ordre. Oui, les deux en fait rentrent dans le carnet d'ordre. En fait, le carnet d'ordre, c'est tout simplement, le marché dans le sens, tous les acheteurs et tous les vendeurs qui se retrouvent au même endroit. C'est le principe de la bourse et un carnet d'ordre te montre, c'est standard, à gauche, tous les acheteurs qui sont classés par prix. Donc quelqu'un qui te met un prix super bas, bah, on ne te le montre pas parce que c'est pas très intéressant. Donc, on va souvent te montrer les 5 meilleures limites, donc les 5 acheteurs qui sont prêts à payer le plus cher. Et à droite du carnet d'ordre, tu vas avoir les vendeurs, et c'est le même principe. Les vendeurs qui nous intéressent, c'est ceux qui sont prêts à vendre le moins cher possible. On va avoir donc dans le carnet d'ordre les 5 acheteurs. Alors, c'est sommé par limite de prix. Donc, on va avoir par exemple 5 acheteurs qui sont prêts à acheter à 10, et on va avoir 5 vendeurs qui sont prêts à vendre à 11. Et Mhm. tant que aucun autre ordre arrive sur le marché, c'est bloqué, il n'y a aucune transaction qui se Mhm. passe. Donc c'est entre guillemets bloqué. Admettons qu'il n'y a aucun autre acheteur ou vendeur qui arrive. Au bout d'un moment, il y a un acheteur ou un vendeur qui va entre guillemets craquer et qui va se dire bah, moi je suis pressé Mhm. de vendre ou d'acheter et je vais devoir donc changer mon prix. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'un acheteur se dise, bah, moi, on est 5 à la même limite d'achat, donc je vais plus acheter à 10, je vais acheter à 10,5. Et là, il y a une Mhm. nouvelle ligne qui va se créer dans le carnet d'ordre, où l'acheteur va être tout seul au début, prêt à acheter à 10,5. Donc, on aura une nouvelle fourchette, un nouveau spread qui sera 10,5 à gauche et 11 à droite. Et là, peut-être qu'un vendeur va se dire, ben, ça ne m'intéressait pas à 10, mais à 10,5, ça m'intéresse. Lui va changer son prix et il va. Donc, il y a une transaction qui va être créée. Et si le vendeur a plus de titres que l'acheteur, ben, on va avoir une nouvelle ligne de vente à 10,5. Et si c'est l'acheteur qui avait le plus de titres, il y aura toujours un achat à 10,5. En fait, on voit qui est prêt à acheter, qui est prêt à vendre. Mhm. Donc, quand tu fais un ordre au marché, qu'est-ce que ça veut dire un ordre au marché? Ça veut dire que ton ordre va se transformer en ordre au prix de. En fait, ça va être un ordre. Tu vas ce qu'on appelle taper la demande, si tu veux, si c'est dans le cas d'un achat, tu vas taper le vendeur. Et s'il n'y a pas assez de. S'il n'y a pas assez de profondeur, si tu as plus de titres à acheter que ce qu'il y a à 11, bah, tu vas taper après à 12, à 13, à 14. Mhm. Donc, pour un particulier, c'est pas si grave parce que sur les titres qu'on traite en général, tu vas avoir ta quantité qui va être disponible à 11, mais peut-être à 11,1 au pire. Et puis Mhm. après, au pire, à 11,2, tu vas avoir un prix moyen. Ton courtier va te donner un prix moyen. Mais la réalité, c'est que tu as quand même un coût là-dedans, puisque si tu Ouais. avais été patient, tu aurais pu mettre un ordre à 10 ou à 10,1, par exemple. Donc, et l'ordre limite, tu peux décider, ben, moi, je ne suis pas pressé, donc je ne vais pas me mettre à 10, je vais acheter à 9,5. Je mets mon ordre à 9,5 et puis je verrai. Alors, si vous faites ça, il ne faut pas mettre un délai à la journée, il faut mettre un délai plus long, par exemple jusqu'à la fin du mois. Et on verra si le marché ou si l'action baisse jusqu'à 9,5, ben, je serai peut-être exécuté. Et en fait, le carnet d'ordre, c'est tout le temps un arbitrage entre l'immédiateté et le prix. Mhm. C'est ça, à chaque fois. Si vous êtes pressé, vous allez payer plus cher. Et si vous n'êtes pas pressé, vous avez potentiellement la possibilité d'acheter ou de vendre mieux, mais aussi de ne pas être exécuté du tout. Mhm. Et pour moi, la manière dont je passe mes ordres en grande majorité, c'est que très souvent, je vais me mettre à la meilleure limite, que ce soit acheteur ou vendeur. Dans l'ensemble, je refuse de payer le spread. C'est un peu un principe. Sur une action très liquide, je vais être exécuté très vite.
Certaines fois, je mets un prix en dessous, hein, enfin en dessous, au-dessus, disons, je ne mets pas le meilleur prix. Je fais jamais d'ordre au marché. J'ai connu trop de cas, surtout sur des titres liquides, où tu as quelqu'un qui retire sa limite, etc. Puis, en tant que professionnel, on a des grosses tailles, donc c'est pas possible. Donc par principe, je me mets à la meilleure limite. J'attends un moment, peut-être je reviens 1 heure plus tard pour voir ce que ça a fait. Si j'ai pas été exécuté, ben voilà, après j'ajuste, soit je me remets à la nouvelle limite, soit peut-être à un moment je paye la limite supérieure, mais par principe j'évite les ordres au marché. Mais ce que je trouve un peu dommage dans les courtiers qui proposent pas ça, c'est que tu perds un peu le côté qu'est-ce qu'un marché en fait. Tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est donc de Giro, il est bien visible le carnet d'ordre et c'est j'ai passé quelques ordres limites, mais je comprends en fait maintenant l'idée, c'est que en fait quand on passe un ordre au marché, c'est débrouillez-vous avec mon argent et du coup tu as l'offre la plus pourrie qui est possible, alors que Alors, ça vaut la peine de. la plus pourrie, pas vraiment, parce qu'en soi, c'est le vendeur ou l'acheteur qui te donne le meilleur prix. Mais Mhm, si tu veux, c'est lui qui est. Toi qui reviens de Marrakech, c'est comme si mhm. tu vas dans le souk et il te dit Prenez les mon babouches, argent. voilà, les babouches c'est 10, tu dis OK à 10, tu vois. Ok, ouais, c'est ça. Et voilà, et donc forcément, tu as possibilité d'avoir mieux. Un petit mot sur les ETF. Les ETF sont beaucoup moins liquides. Sur les ETF, il y a très peu de transactions dans une journée. Et c'est pour ça que les émetteurs sont obligés de payer des market makers Mhm. qui vont donc eux-mêmes avoir un ordre à l'achat, un ordre à la vente. On les reconnaît très facilement parce qu'ils ont des quantités similaires. Donc tu vas voir 2382 titres à l'achat, 2382 titres à la vente. Et souvent, ils ne vont pas être uniquement aux premières limites, mais ils vont fabriquer un peu un faux carnet d'ordre. Donc tu vas voir ils vont remplir les carnets des deux côtés pour faire un semblant de liquidité. Mais c'est quand même rare que tu fasses une transaction contre un particulier quand tu achètes un ETF. En fait, c'est très souvent le teneur de marché, le market maker. Et je vous rappelle que ce que vous venez de voir n'est qu'une toute petite partie d'un podcast dans lequel j'ai posé plein de questions naïves sur la bourse à Xavier, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Vous avez le lien vers l'épisode complet dans la description de cette vidéo. Côté investissement maintenant, eh bien je continue de transférer des fonds depuis mon portefeuille Bucks que je transfère chez DeGiro parce que je ne veux pas payer des frais mensuels et ce qui est chouette chez DeGiro, c'est que les frais pour les actions sont vraiment très bas, sont vraiment très compétitifs par rapport à ce qui se fait ailleurs et en plus vous pouvez investir sans frais dans une très belle sélection d'ETF. Vous avez la possibilité de sélectionner ici les trackers gratuits et vous voyez toute cette liste d'ETF, enfin voilà, il y en a 8 pages, hein. Vous en avez un max, et bien tous ces ETF, vous pouvez les acheter une fois par mois sans payer de frais, donc enfin voilà, vous pouvez faire du stock picking d'ETF si ça vous amuse. Ce que j'aime bien aussi avec DeGiro, c'est qu'on sent qu'il y a une équipe dev derrière qui est tout le temps en train de trouver des idées pour améliorer notre expérience d'utilisation de l'application. Regardez, ils ont ajouté ça récemment, ils vous font des top 10 des top 10 investissements verts, immobilier, véhicules électriques, technologie, investissement à grande capitalisation. À chaque fois, ils vous expliquent comment ils ont fait pour faire cette liste, donc c'est très sympa. Régulièrement aussi, ils nous ajoutent des fonctionnalités qui permettent de mieux choisir les actions. Par exemple, quand on va dans opinion des analystes, ça c'est nouveau. Le fait qu'ils aient donné une représentation graphique comme ça pour savoir, selon un consensus d'analystes, et ils vous montrent le nombre d'analystes qui ont couvert le dossier, quelle va être l'évolution du prix pour ce panel d'analystes au cours de la prochaine année. Donc c'est quand même assez intéressant pour, une fois que vous avez regardé les fondamentaux d'une entreprise, évidemment, c'est intéressant pour avoir un petit peu une idée de est-ce que c'est un bon moment d'acheter ou pas. Après, évidemment, vous faites vos décisions d'investissement en prenant les critères qui comptent pour vous. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de faire un investissement sans trop de prise de tête dans quelque chose que je vais pouvoir acheter et oublier. Et dans la série des actions à acheter et à oublier, il y a quand même Air Liquide, hein. Air Liquide, c'est c'est le genre d'entreprise qui a une croissance très sympathique. C'est une entreprise qui verse un dividende qui est en augmentation année après année. Vous avez un revenu qui a tendance à croître. Alors au niveau des ratios, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous avez un payout ratio qui est élevé mais qui n'est pas inquiétant. Ah, vous avez des belles marges, ça j'aime bien ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter 10 actions Air Liquide, profiter qu'on a un petit peu de liquidité, voilà.
Hop, voilà, à partir de maintenant, on va acheter à cours limité pour ne pas se manger de spread, bim. Vous voyez qu'on a un petit frais d'1 € pour une transaction de plus de 1500, donc c'est quand même quelque chose qui est assez indolore. Et vous savez qu'avec le lien qui est sous cette vidéo, vous pouvez commencer à investir avec DeGiro en ayant 100 € de frais remboursés. Voilà, l'ordre a été exécuté, donc je ne me suis pas mangé de spread, c'est quand même sympa. Et donc voilà, avec le lien que vous avez sous cette vidéo, vous pouvez ouvrir un compte chez DeGiro avec 100 € de frais de courtage remboursés. Donc si vous avez envie de vous ouvrir des positions dans de belles entreprises, ce sera tout à fait indolore. Eh bien, comme je vois qu'il me reste un petit peu d'argent, avec ce qui me reste, on va acheter quelque part du marché anglais. Pourquoi celui-là? Parce qu'il a un assez bon rendement, il a un rendement aux alentours de 3,5 ou 4%, parce que les frais sont très faibles. Sur la gamme iShare Core, comme ça, vous avez des frais qui sont très bas, et là je crois qu'il y a des frais à quelque chose comme 0,05 ou 0,06, enfin quelque chose qui est quand même intéressant. Donc on va s'acheter quelque part de cet ETF-là. Et ce que j'aime bien aussi avec le marché anglais, c'est qu'il m'expose à un secteur auquel je suis assez peu exposé, à savoir le secteur des matériaux. Les plus grosses parmi les plus grosses capitalisations de cet indice, vous avez des producteurs de matériaux et de métaux, donc ça m'intéresse. Alors voilà, donc on va continuer d'augmenter cette position pour avoir du rendement et une belle diversification. Donc bim, c'est parti. Et voilà pour cet épisode. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.